En fait, c'est marrant parce que ce que j'aime beaucoup, c'est un peu ta façon de travailler reflète un peu ton expérience multiculturelle. C'est-à-dire qu'on retrouve les composantes de l'envie d'être proche humainement de tes clients, donc de cette chaleur de relationnel, mais on a une rigueur dans le process que tu utilises qui te vient peut-être de tes études d'ingénieur ou de ton temps passé dans les pays scandinaves, mais en tout cas, on a un mix des deux qui fait que, je ne sais pas si tu es aujourd'hui successful, mais en tout cas, j'aime beaucoup ta façon d'approcher les choses. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou encore la transition énergétique. Dans ce 18e épisode, je reçois Rachid Labrique, Customer Executive IMEA chez Blue Yonder. Avec Rachid, nous avons décortiqué les phases d'un meeting visioconférence réussi et surtout comment remettre l'humain au cœur d'un processus commercial devenu majoritairement distanciel. Rachid a écrit un article sur ce sujet sur LinkedIn, je vous mets le lien dans le descriptif, et il nous partage son énergie, son enthousiasme, ses astuces incroyables et son intelligence des relations humaines. J'ai beaucoup apprécié cet échange avec Rachid, car c'est Rachid qui est venu à moi pour participer au podcast, et cela donne un résultat hyper qualitatif. J'ai adoré échanger avec lui. Tout le monde a sa place dans ce podcast, il faut être ingénieur évidemment, mais n'hésitez pas à me contacter à contact@systemsales.fr si vous avez des sujets que vous voudriez mettre en lumière et si vous voulez partager votre aventure, de la valeur avec les autres. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et laisser un commentaire. Vous pouvez aussi évidemment m'envoyer un petit message. Enfin, pour recevoir une fois par semaine des conseils en or pour réussir dans la vente et devenir irrésistible, tu peux t'inscrire à la newsletter sur newsletter.systemsales.fr. Allez, je vous laisse en compagnie de Rachid dans ce nouvel épisode. Bonjour. Bonjour Mathieu, Comment vas-tu Rachid ? très bien, il fait beau aujourd'hui à Paris, donc je suis content. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode de System Sales. Écoute, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, s'il te Bien plaît ? sûr, bien sûr. Alors, tu veux la version courte ou la version longue? On va faire une version longue par épisode. Commence par l'intro. D'accord. Alors, Rachid Labrique, je suis d'origine marocaine et j'ai fait une grande partie de mes études au Maroc jusqu'aux les classes préparatoires à Agadir. Après les classes préparatoires, j'ai rejoint l'INSIMAG, École nationale supérieure de l'informatique et des mathématiques appliquées à Grenoble, où j'ai passé 2 ans. Après l'INSIMAG, je suis parti en Suède, où j'ai étudié à KTH, c'est une école, une université en sciences, et j'ai fait un master en machine learning, en data science. Et après 2 ans à Stockholm, je suis parti, j'ai commencé mon travail en Allemagne. Et après l'Allemagne, je suis revenu en France, à Paris. J'ai bossé quelques années à Paris et après, plus tard, entre Paris et Stockholm. Et aujourd'hui, j'occupe un poste commercial chez une boîte et un éditeur de logiciels dans la supply chain. Voilà, la version courte. Ok. Écoute, tu coches beaucoup de cases qui m'intéressent et qui vont intéresser les auditeurs. Tu es ingénieur, tu as une expérience à l'international et en plus, tu travailles dans la vente aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est rentré en contact sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, tu disais que tu étais basé à Paris. Après être passé par Stockholm et l'Allemagne, c'est un choix personnel fort de revenir en France et à Paris. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, ouais, évidemment. En fait, c'est un choix personnel, effectivement. C'est par rapport à ma culture, on va dire. La France est le pays le plus proche en termes de culture par rapport là où je viens, du Maroc. Et
en Suède, il y avait des problèmes, on va dire, de froid, des problèmes de soleil également. Donc, mais l'expérience était bonne. J'ai passé 2 ans, plein d'expériences, plein de rencontres. J'ai appris pas mal de choses. L'Allemagne, le système est un peu différent de la France et de la Suède en termes de relations avec les gens, principalement. D'ailleurs, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc, j'ai préféré la France par proximité avec le pays d'origine, mais également par le fait que j'adore la culture française. Également, j'ai pas mal d'amis et du membres de famille qui sont basés à Paris. Et qu'est-ce que tu penses de Paris justement en ce moment avec il y a une tendance où les gens essayent un peu de partir, notamment grâce au télétravail, au digital nomadisme, plein de choses comme ça, des choses qui arrivent, qui sont nouvelles. Toi, t'en penses quoi justement de vivre dans la capitale? Ah ouais. Alors, moi, personnellement, j'ai mes repères à Paris. Donc, j'ai mes amis, j'ai mes activités, j'ai ma famille. Donc, par exemple, si je souhaite déménager à un autre pays, j'aurai plein de contraintes. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas ces contraintes. Donc, moi, si j'avais pas ces contraintes, je, je pense qu'il y aura d'autres pays qui peuvent être plus intéressants, par exemple en Asie où il fait beau tout le temps. En plus, il n'y a pas beaucoup de complications qu'on a en France. Donc après, ça dépend, je pense, ça dépend vraiment de la personne. Chaque personne a la définition de son bonheur, comment il veut vivre sa vie. Après, avec le télétravail, effectivement, il y a des gens qui prennent la décision d'aller plus loin et de changer complètement le pied puisqu'ils n'ont pas les contraintes que moi, personnellement, j'ai en ce moment. Ça marche. Euh, je reviens un peu sur ton expérience en Scandinavie. Qu'est-ce que tu en as tiré? Moi, je connais un petit peu, hein. J'ai travaillé avec des clients en Norvège, aussi au Danemark, en Suède. Et c'est une zone qui est vraiment particulière avec laquelle travailler. Qu'est-ce que toi, t'en as tiré comme expérience? Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau du travail, justement? D'abord, plusieurs choses. La première chose, c'est les gens là-bas, ils sont plutôt pragmatiques. C'est très terre à terre. En gros, si tu as de la valeur, tu montres ta valeur, les gens ils vont t'apprécier. Donc, il y a pas beaucoup de jugement de valeur. Les gens ils vont pas te juger directement. Donc, si tu un bosseur, tu leur montres que tu travailles et que tu arrives à leur montrer les bons résultats de ton travail. Normalement, tu peux avoir des bons contacts et tu peux créer une bonne relation. Après, c'est les pays scandinaves, donc en termes de chaleur, il n'y a pas la même chaleur humaine que ce qu'on a en France, en Espagne, au Portugal, c'est un peu différent. Donc ça va prendre un peu plus de temps pour construire des relations. Donc c'est pas immédiat. Par exemple, je te donne un exemple concret. Quand j'étais à l'école ou à l'université, j'ai bossé sur un projet avec un Suédois. Donc on a bossé pendant 2 mois sur le projet. Et même après les 2 mois, on a passé presque chaque jour ensemble. Même après les 2 mois, on- on- il est, il est pas mon ami en fait. Il n'est pas devenu mon ami. Même si en fait, pendant cette période, je me suis dit ah peut-être on est des amis maintenant. Non, en fait non. En fait les relations pour les construire là-bas, ça prend plus de temps. Mais sur le long terme, on peut y arriver. Donc ça c'est le premier point en termes de relations. Le deuxième point c'est un pays qui est riche en termes de rencontres, puisqu'il y a généralement pas mal d'anglophones qui viennent faire leurs études dans les pays scandinaves. Moi, j'ai fait mon master dans un environnement très international, donc il y a des Américains, des Finlandais, des Danois, et c'était chouette, puisque en termes d'échanges culturels, en termes d'apprentissage, on faisait des voyages ensemble. Donc ça, c'est le deuxième point. Après, en termes de troisième point, en gros, les pays nordiques, c'est quand même un environnement qui est différent du nôtre en termes de climat, en termes de comportement, d'habitude. Donc, il faut un peu changer ses habitudes par rapport à cet environnement. Donc, juste par exemple, on en a parlé tout à l'heure avant l'enregistrement.
Pendant l'hiver, par exemple, la journée elle est très courte. Donc parfois c'est 5 heures en termes de journée. Donc il faut s'habituer à avoir 5 heures, pas 5 heures de soleil, juste 5 heures de journée, puisqu'il n'y a pas de soleil pendant plusieurs mois. Et là, il faut un peu reprogrammer toutes les activités normalement que tu as l'habitude de faire pour les recaler à ce système qui est différent. D'accord. Et tu parles aussi au niveau professionnel que les journées de travail sont du coup raccourcies, qu'il faut être un peu plus efficace, il faut optimiser le temps passé avec les gens. C'est ouais, en fait, moins longues, les journées sont moins longues que les journées ici en France. Généralement, les gens ils se terminent vers 16 heures, même 15 heures parfois. Donc, mais après le réveil, beaucoup les gens ils se réveillent un peu plus tôt. Donc, ils peuvent commencer à 7 heures du matin, 6 heures du matin. Euh, pour une petite anecdote, les dîners en Suède, parfois c'est à 17 heures. Donc à 17 heures, on met déjà le. Mais après, c'est un peu effectivement. Donc il faut un peu. On peut planifier des réunions avec des clients un peu plus tôt qu'on le fait en France. Par exemple, en France, bon, disons que c'est à partir de 9 heures. Là-bas, on peut même planifier une réunion à 7 heures du matin. D'accord, ok. Et du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton secteur d'activité actuel, quel poste tu occupes et comment tu en es venu justement à travailler sur un poste de sales. Alors aujourd'hui, ça fait à peu près 2 ans que je travaille comme rôle sales, c'est ce qu'on appelle dans notre boîte Customer Executive. Ok. Et avant j'ai bossé chez Dassault Systèmes en tant que Solution Advisor. En gros, c'est un rôle pour l'avant-vente. J'accompagnais les commerciaux pour faire des démonstrations solutions, pour Ouais. répondre aux questions techniques. Et quand j'étais en avant-vente, euh, donc je voyais un peu comment les commerciaux gèrent le cycle de vente, comment ils arrivent justement à signer les deals. Et ils ont pas mal de liberté. Et également, en fait, c'est eux qui sont généralement récompensés après la signature. Donc, je me suis dit, après, moi, j'étais toujours attiré. Le contact humain, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. J'aime bien parler avec les gens et du coup, je me suis dit, c'est un rôle qui peut m'intéresser. Et progressivement, j'ai justement repris le rôle. Et j'avais 6 mois de transition. Et après, aujourd'hui, je suis full-time customer exec. Ok. Et quelle est ta zone de chasse au niveau géographique justement? Aujourd'hui, je suis dans le nord, ce qu'ils appellent le nord, le nord plus la Suisse. Donc la Suisse, les Pays-Bas et les pays nordiques. D'accord. Et justement, donc au niveau de la vente, dans quel domaine tu te sens le plus à l'aise par rapport à ton parcours, justement, qui est pour toi un parcours à la base scientifique, mais tu as quand même eu quelques expériences dans diverses multinationales. Ouais. Donc ta question, c'est par rapport à quelle tâche dans mon rôle ou Ouais, quelle. quelle phase dans la vente ou quelle est la phase dans la vente où tu le sens le plus à l'aise aujourd'hui? Enfin, moi personnellement, venant de l'industrie, et m'intéressant maintenant un peu à la théorie de la vente, puisque dans mes activités de conseil, je me rends compte qu'en fait, il y avait tout un panel de choses sur lesquelles j'avais vraiment pas bossé avant, que ce soit la prospection. Moi, j'étais plus à l'aise sur le développement d'opportunités, la présentation des projets, etc. Et la négociation de commercial. Donc voilà, ma question c'est, ayant un parcours un peu similaire tous les deux, c'est quel est le secteur de l'étape de la vente où tu te sens le plus à l'aise aujourd'hui? Ouais, je vois la question et c'est à peu près comme toi. En fait, en tant qu'ingénieur, on est fort en tout ce qui est technique. En gros, on peut avoir des discussions très techniques avec le prospect. On peut, on peut faire des démonstrations de la solution directement. On n'a même pas besoin d'un avant-vente pour le faire. Donc évidemment, la partie là où je me sens très à l'aise, c'est la partie où généralement il y a des discussions ou des présentations de la solution. Donc comment la solution couvre le besoin client, comment on répond au challenge, au pinpoint du client. Donc cette partie-là, c'est à peu près après le cold calling. Donc c'est une fois on a déjà le contact avec le client et une fois les activités, les réunions sont déjà lancées. Jusqu'à, on va dire, la partie négociation et contrat.
Donc toute cette partie-là, je suis très à l'aise puisque c'est la partie que je faisais avant chez Dassault Systèmes pendant 5 ans. C'est la partie où j'étais avec les commerciaux justement, en train de présenter, en train de faire de la stratégie, de la vision, en train de comprendre un peu les besoins clients, les adapter à la solution, configurer la solution pour répondre à leurs besoins. Donc c'est cette partie-là, je suis à l'aise. Après la partie, les autres parties, donc toute la partie, avoir le premier contact avec le client, essayer de l'accrocher pour une problématique, pour répondre à une problématique spécifique, ou l'autre partie qui est plutôt la négociation et les contrats. Donc ça, c'est cette partie-là que j'apprends et j'apprends toujours pour m'améliorer là-dessus. Oui, parce que ça peut être justement un défaut et un handicap d'être très bon en présentation technique et techniquement, c'est qu'on se focus. Moi, je le vois et je pense que c'est un des défauts des ingénieurs qui basculent dans les fonctions de vente, pour parler ouvertement. C'est que justement, on est hyper focus sur la technique, on est prêt et le client apprécie puisqu'on ça nous met en position de consultant. Mais parfois, on oublie un peu les fondamentaux de la vente qui sont la découverte du besoin, la qualification et une orientation de présentation produit justement un peu plus orientée client plutôt que produit. Donc, justement, est-ce que toi, tu arrives justement à te détacher un petit peu, prendre de la hauteur par rapport à la technique, justement, et à comprendre un peu les mécanismes d'un bon commercial, justement, cette phase de découverte? Est-ce que tu es un bon questionneur? Est-ce que tu arrives à créer des tensions, justement, dans le processus d'achat et de pas passer. On sait que les Nordiques et les Allemands, ils aiment passer des heures à discuter des spécificités techniques du produit et parfois, du coup, ça rallonge les cycles de vente. Mm. Alors, au début, c'était dur, pour être honnête avec toi, puisque je me rappelle mon premier deal où j'avais une équipe derrière, donc il y avait un avant-vente, il y a un architecte, il y avait. Du coup, à chaque fois, on était devant le client. Parfois, je prenais le relais pour parler d'une fonctionnalité et de la solution. Et pourtant, c'est pas mon rôle, puisque j'ai déjà un avant-vente qui est avec moi qui est censé faire ça. Et parfois, je peux rentrer dans des détails très très techniques avec le prospect. Je pense doucement, je commence à me détacher et à apprendre à donner plus de liberté à l'équipe pour quand il s'agit de ces questions techniques ou de la configuration de la solution. Mais j'ai toujours, je pense, de temps en temps dans les réunions, ça arrive, ça vient. En fait, je me rappelle, il y a quelques semaines, j'étais dans une réunion, on parlait justement, on faisait une démonstration de la solution et l'avant-vente a commencé. En fait, comment il expliquait la solution, pour moi, c'était pas, on va dire, c'était pas la bonne façon de le faire. Donc, j'ai commencé à le faire moi-même, je l'ai arrêté, j'ai commencé à le faire moi-même. Mais je pense, c'est un peu, il faut avoir le juste milieu. Je pense que c'est le Mm. bagage qu'on a en tant qu'ingénieur, il est très important pour la vente. Mais après, il faut de temps en temps se détacher, avoir une vision plutôt high level et poser des questions pertinentes pour le client et être plutôt dans l'écoute au lieu d'être celui qui présente à chaque fois. Ouais, c'est important. Et du coup, quand on a préparé ensemble cet épisode, on a parlé, tu as écrit un article sur LinkedIn qui s'intitule en français Comment être un peu plus chaleureux dans ses relations clients à l'ère de. Alors, il y a eu, on est peut-être dans le post-Covid, je sais pas, mais toi, tu as sûrement ressenti ça ou l'envie d'écrire cet article pendant la période Covid, en tout cas dans une période où, et l'avenir ce sera un peu plus comme ça, où on est un peu plus dans une relation client distancielle, on a moins de capacité d'être dans un échange physique ou de voyager, etc. Donc toi, c'est un sujet que tu as pris un peu à bras le corps et donc tu as écrit un article là-dessus sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà sur le contexte qui t'a amené à écrire cet article? Ouais, alors donc l'article, pourquoi je l'ai écrit? Parce que pendant le Covid, on était tous enfermés chez nous. Il n'y avait pas de contact avec le client. Et quand tu fais une vente, normalement tu vends à une personne, indépendamment de ta solution, indépendamment de quelle problématique tu résous. Une vente, c'est entre deux personnes ou deux organisations. On parle d'humain.
Et pendant le Covid, il n'y a pas vraiment cet humain puisqu'on rencontre pas les gens. On va pas prendre un café avec eux, on va pas prendre un déjeuner avec eux, on va pas prendre un dîner avec eux. Donc il n'y a pas de lien physique avec ces personnes. Et dans les Zoom, dans les meetings Zoom, Teams, on est toujours restreint puisque on va commencer la réunion par un agenda. Et après, dans l'agenda, c'est très technique. Il y a pas de côté personnel. Donc, je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, même en faisant une réunion Zoom, il y a quelque chose à faire pour construire cette relation. Comment construire la relation, même quand on n'a pas un contact directement physique avec le client? Donc c'est l'objectif justement de cet article. Et moi, c'est la méthode que j'ai développée ou que j'ai décrite dans l'article, c'est une méthode que j'applique. Et c'est pas une méthode qui est révolutionnaire. En fait, c'est quelque chose qu'on fait déjà aujourd'hui quand on rencontre des amis, des membres de la famille. C'est juste, j'ai essayé de la projeter et de la mettre dans un contexte business. Ok. Et du coup, tu expliques-nous. Bon, moi j'ai lu l'article, donc je connais un petit peu, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu justement cette méthode? D'accord. Ok. Donc il y a plusieurs principes dans la méthode. Donc le premier que je décris dans l'article, c'est il faut être passionné par ce qu'on fait et il faut le montrer. Donc en fait, c'est quand on rencontre par exemple un client physiquement, on peut leur montrer comment on est passionné par rapport à la solution. Mais sur Zoom, c'est très difficile de le faire. Donc dans une réunion Zoom, il faut vraiment montrer cette énergie positive qu'on présente. Il faut être excité par rapport à ce qu'on présente. Il faut le montrer. Et on le montre par le dire déjà. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vraiment avoir cette énergie positive, être enthousiaste par rapport à tout ce qu'on présente au client. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est être passionné par rapport à tout ce qu'on fait. Et il faut le montrer dans ces réunions Zoom. Le deuxième point, c'est quand on prépare une réunion, en fait, il y a toujours avant la réunion, il y a pendant la réunion, il y a après la réunion. Il y a des actions à faire dans chaque phase. Donc, avant la réunion, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut chercher toutes les informations qu'on peut récolter par rapport à ce client. Donc, l'audience. Est-ce qu'ils ont un rapport annuel? Est-ce qu'ils ont embauché d'autres personnes, nouvelles personnes? Est-ce que les personnes qu'on rencontre, est-ce qu'ils ont des intérêts dans leur vie quotidienne? Par exemple, je peux même parfois aller regarder leur Facebook, bien sûr leur Instagram, leur LinkedIn, toutes les informations que je peux récolter par rapport aux personnes, par rapport à l'entreprise, il peut le faire. Il faut le faire. Aujourd'hui, on a cette chance en fait d'avoir accès à toutes ces informations. On n'a même pas besoin d'aller poser la question à la personne, puisqu'il y a pas mal d'informations qu'on peut trouver en ligne. Donc ça, une fois on a ça, après on va définir un peu le profil de chaque personne par rapport à tout ce qu'on a récolté. Donc on va dire cette personne, elle est plutôt, voilà ses intérêts, voilà les points communs par rapport à mon parcours, par rapport à mon expérience, par rapport à mes activités personnelles. Une sorte de map, on va faire une sorte de carte de chaque personne et on va essayer d'utiliser ça pendant la réunion. Donc là, c'est la réunion. Et même parfois, ce que je fais de temps en temps, c'est j'envoie un petit teaser. C'est comme dans les films. Je enregistre une petite vidéo. Je leur dis, parfois ça peut être juste en live, ça peut être à l'extérieur, sans vraiment avoir on va dire très scripté, avec un script. Et j'envoie la vidéo avant la réunion pour leur dire voilà qu'est-ce qu'il faut s'attendre à la réunion. Et du coup, les gens généralement ils sont préparés. Ils se disent cette personne-là, il a pris le soin d'enregistrer quelque chose pour nous parler un peu ça peut être juste la structure de la réunion et pourquoi c'est important pour moi ou pour eux. Euh, et normalement, tu as déjà un impact sur les gens avant même de les rencontrer. Et après, pendant la réunion, donc il y Alors a aussi. attends, ça, là je t'arrête. Ouais. Genre, on reprendra là. Euh, les gens voient pas ma tête, parce qu'on est en podcast évidemment, mais Ouais, je suis énormément impressionné par ça, parce que
moi, je suis un fervent défenseur dans le cycle de prospection et dans le feedback après réunion d'envoyer une vidéo personnalisée. Quand j'avais mes équipes d'ingénieurs d'applications, ce que tu appelais, toi, les ingénieurs assistants D'avant-vente, commerciaux d'avant-vente, ouais. je leur disais, mais arrêtez d'écrire des emails de 15 km de long pour expliquer un point technique. Faites une vidéo facecam pour vous enregistrer. Les commerciaux, je dis, quand vous faites un meeting, envoyez dans les 24 heures une vidéo feedback pour dire aux clients ce que vous avez pensé de la réunion et faire un petit truc. Et j'avais jamais pensé à la faire en vidéo préparatoire pour introduire ta personne, pour que la personne s'habitue à ton image. Et en fait, voilà, c'est génial, quoi. Donc, comment t'es venue cette idée justement de vidéo? Tu t'es inspiré de quelque chose que tu avais vu sur le net ou ça t'est venu comme ça naturellement? Alors, ça a commencé par, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email et dans l'email, c'est dans le titre, c'est marqué Please watch the 40-second video. C'est le titre D'accord, de, génial, ouais, ouais. c'est le titre de l'email. Et dans le corps de l'email, ce qu'il a mis, c'est juste une capture d'écran de la vidéo. Et la capture d'écran de la photo de la vidéo, il a mis le lien. Et à l'époque, j'avais pas mal d'emails, j'avais 300 emails, à chaque fois je les archivais. Et j'ai vu le mail, et j'ai vu la photo, et j'ai cliqué sur justement le lien. Et oui, évidemment. Puisque ce mail était tellement différent des autres que ça m'a poussé justement à l'ouvrir. Et en fait, le mail n'a pas été dans un contexte de vente, mais je l'ai quand même. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais utiliser la même méthode pour la vente. Et jusqu'à maintenant, ça a un impact énorme puisque tu commences la réunion avec le client et tu lui as déjà envoyé une vidéo, il te dit, ah, merci beaucoup pour la vidéo, c'était très sympathique. Merci d'avoir pris le temps de la faire. C'est clair par rapport à tout ce l'objectif de cette réunion, tout ce qu'on va discuter. Et t'as déjà un petit feedback positif et tu commences sur des notes positives. D'accord. Donc en fait, tu structures vraiment ta vidéo. C'est quelque chose de court. Tu fais quoi? Tu fais 1 minute, 2 minutes? Même pas max Même une pas. minute. Une Max, minute max, ouais, et dans laquelle tu dis, voilà, bonjour, je m'appelle Rachid, on va faire un meeting ensemble, voilà l'objet du meeting. En fait, en gros, ce que tu écrirais tout simplement dans un dans un email. email. Et tu Ouais. le fais un peu avec le sourire, avec un peu plus d'énergie. Il faut pas envoyer une méthode où ah, bah, bah, bah. Il faut dégager cette énergie dans la vidéo. Et les gens, ils le sentent. En fait, ils voient quelqu'un souriant et il est en train de profiter justement de faire la vidéo. Et ils ont hâte de te rencontrer. Et- Enfin, ça va marcher parce que là, moi, je vois Rachid en vidéo, évidemment, et je le vois plein d'énergie, il bondit sur chaque chaise, il fait des grands moulinets avec ses bras, on sent que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui transmet sa passion, effectivement. Et du coup, je reviens sur un peu ta méthodologie. Donc ça, c'était l'avant-meeting, tu envoies une vidéo. Ensuite, on arrive au pendant. Ouais. Donc là, on est dans une réunion. Imaginons, il y a 5 6 personnes côté client. On est deux ou trois de notre entreprise. La première chose, c'est il faut prendre son temps avant de commencer, on va dire, la réunion ou la réunion technique ou commerciale, ou on s'en fout du sujet de la réunion, mais il faut prendre son temps pour parler de tout ce qui est personnel. Je m'explique. Il faut créer, en fait, notre objectif, c'est de créer une relation avec l'audience. Et pour créer une relation avec l'audience, on va pas créer cette relation avec quel algorithme de machine learning on va utiliser pour résoudre un problème de classification. On va créer cette relation en parlant de choses qui sont personnelles. Donc, on va d'abord, ça peut être juste un bonjour, comment allez-vous, des trucs classiques, ou ça peut être, parfois, ça peut être juste complètement différent. Euh, Généralement, les gens, ils vont mettre ou bien un background pour leur Zoom, pour le team, Zoom ou Teams. Ils vont mettre un background ou ils vont pas mettre un background. Donc, on peut même voir ce qui se passe un peu dans leur pièce. Donc, il faut être très attentif et voir est-ce qu'il y a des points qu'on peut soulever. Ça peut être un tableau, ça peut être parfois, ça peut être juste une guitare qui est à côté. Moi, je joue aussi la guitare. Donc, ça peut être un sujet de discussion avant de commencer la réunion. J'essaie un peu de voir rapidement est-ce qu'il y a des éléments communs. Ça peut être des éléments communs que je vois dans la réunion ou ça peut être des éléments que j'ai déjà vécus
par rapport à quelque chose, pas vécu en fait, que j'ai déjà vu dans mes recherches. Par exemple, j'avais fait une réunion il y a quelques semaines avec un prospect, et le prospect avait publié un article sur l'importance de l'humour dans le business. Et moi, l'article, ça m'a beaucoup impressionné. Et du coup, c'était le sujet de discussion. On a commencé par traiter cet article. Je lui dis, ah, j'ai vu votre article, c'est pas mal, et voilà moi, ce que j'en pense. Et c'était le début de la discussion. Donc, En fait, tu utilises comme icebreaker, tu t'es renseigné avant, tu as regardé si la personne a liké un article ou a posté quelque chose, et tu utilises ça comme un icebreaker au début de la réunion. ouais, ça peut Et être donc les recherches, ça peut être ce qu'on voit dans l'écran, ouais. ou ça peut être en gros, euh, les- bon, Bon, enfin, on a compris. En gros, voilà, tu crées. Mais non, mais c'est brillant. Tu crées un. C'est très brillant. Tu crées un. Et moi, alors, moi, je te dis tout de suite, moi, je suis plutôt à la culture straight away. Et ce qui n'est pas forcément très bien, c'est que je vais avoir une longue phase de découverte. J'adore poser des questions. Mais alors, le icebreaker et le prendre le temps voilà, de faire une petite intro personnelle, etc., dans la réunion. Est-ce que je le fais pas. Est-ce que toi, tu le fais aussi? Parce que personnellement, je participe souvent aussi à des réunions où il y a vraiment beaucoup de gens. C'est un peu le problème un peu de la visio, moi, je trouve. C'est que, et des conf calls, c'est qu'on se retrouve avec des réunions maintenant où il y a 10-15 personnes, dont 90% n'ont rien à faire dans cette réunion. Mais du coup, faire une phase de découverte, faire des icebreakers, créer du relationship, avec dans ces gros meetings, moi je trouve ça hyper compliqué et tu es obligé après de reprogrammer des réunions individuelles quand tu as identifié les personnes vraiment intéressantes pour faire du one-to-one avec elles et rebalayer ça. Donc, du coup, toi, ce que tu viens de nous expliquer là, tu le fais quand tu es en one-to-one ou tu le fais aussi en plénière non, je peux le faire en plein, même s'il y a 7 personnes, 10 personnes, je peux rebondir parce que il faut bien se préparer. C'est ce qu'on a. En fait, il y a un avant la réunion, donc il faut bien se préparer. Donc, je connais à peu près les personnes, ce qu'ils ont fait dans leur vie, j'ai un peu d'informations par rapport à chaque personne. Donc, je vais essayer de cibler quelques personnes dans la réunion pour avoir cette interaction directement dans la réunion. Et parfois, ce que je fais également c'est des gros groupes de 20, 30 personnes. Parfois, je fais quelques petits exercices. Je leur dis, avant de commencer la réunion, est-ce que vous pouvez décrire votre sentiment aujourd'hui en un mot dans le chat? Donc, chacun tape un petit mot. Ou ça peut être juste, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre objectif personnel de cette réunion? Est-ce que vous pouvez le taper dans le chat? Et donc chacun, en fait, il y a un peu de... Et après, je prends un mot ou une réponse et je rebondis là-dessus, je pose la question à la personne, j'essaie un peu de créer cette relation, cette interaction quand il s'agit d'un grand groupe. Donc il y a toujours des moyens de le faire, même avec des gros groupes. Il faut juste être un peu créatif et ne pas avoir peur. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une vente, mais ça tu le sais, Mathieu, je sais, c'est que en fait, c'est entre les humains. C'est entre les humains. En fait, on s'en fout de la solution. D'abord, c'est les humains. C'est des personnes qui sont devant nous, dont c'est pas des robots. Donc, il faut pas avoir peur de faire des choses qui sont personnelles, puisqu'on parle avec des gens comme nous, en fait. Ils ont des valeurs, ils ont des intérêts, ils ont des. Ouais, en plus, enfin, moi, ce que j'aime, c'est que c'est génial. Moi, j'écoute, je suis ravi d'écouter tes techniques. Euh, T'arrives quand même. Moi, je mitigais en disant attention de ne pas dépasser la barrière. Tu vois, quand tu dis je vais aller icebreaker, je vais aller demander aux gens de parler un peu de comment ils se sentent, etc. Tu vois, je dirais, il faut faire attention parce qu'il y a des gens vis-à-vis de leur. Là, quand tu t'adresses à 5 clients, ils vont peut-être avoir du mal à. Mais j'aime bien l'idée du chat en disant voilà, qu'est-ce que chacun attend de l'objectif d'un rendez-vous. Moi, c'est des questions que je pose hein, quand je suis en one-to-one ou même deux personnes. Je dis voilà, quel est votre objectif de la réunion? Qu'est-ce qui ferait que pour vous la réunion est réussie? Et je trouve ça vraiment intéressant de le proposer aussi en chat via une conf call quand tu as 10 personnes. Euh, et toi, comment tu gères justement par rapport à. Tu arrives à pas aller trop loin dans la. Il, il faut, il faut-
Il faut être un peu intelligent par rapport à ça, effectivement. Parce que si tu le fais pendant 10 minutes, bien sûr, les gens ils vont dire, allez, on doit quand même voir ta solution, on doit quand même discuter du contrat, il faut le faire. Non, en fait, tu le vois, tu le sens, en fait. Ça dépend du meeting, ça dépend des personnes. Parfois, ça peut durer 3, 4 minutes. Parfois, ça dure juste 1 minute. Ça va vraiment dépendre de ton audience. C'est au feeling. Tu vois, est-ce que ils sont dedans? Ils s'expriment bien, ils sont en train de parler de tout ce qui les passionne ou pas. Ou par exemple, tu sens comme quoi les gens, ils sont vraiment, ils veulent juste commencer la réunion. Donc, tu vas essayer de faire une transition un peu, on va dire light, et tu commences le sujet du rendez-vous. D'accord. Ok, bah écoute, ça me paraît vraiment sympa. Et donc, du coup, ça, c'est le pendant. Et je pense que, bon, tu nous l'as pas dit, mais si vous posez des questions aux clients, même sur leur vie personnelle ou sur leur sentiment du jour, bah écoutez la réponse. Parce que si on pose une question et c'est pour ne pas écouter et jumper tout de suite sur la suite, je vois pas trop l'intérêt. Et, euh, et donc, du coup, la phase d'après. Alors, donc après la réunion, ça commence déjà pendant. En fait, les clients, ils vont poser des questions. Ils vont, en fait, en fait, moi, je réponds, avec l'équipe, on répond à ces questions. Mais après la réunion, on va dire, je fais généralement un briefing, ce qu'on appelle un briefing avec l'équipe pour dire qui sont, par exemple, les points pour être proactif, qui sont les points qu'on peut soulever. Par exemple, ils n'ont pas pensé à une autre problématique, ou ils ont posé une question, mais on n'a pas vraiment répondu à 100%. Ils nous ont demandé un cas client, on n'a pas approfondi le sujet. Donc on va prendre tous ces points-là et on va leur envoyer un récapitulatif de tous ces points. Les questions, leurs réponses, il y a des documents pour approfondir un cas de client, ou ça peut être un sujet. Ils n'ont pas pensé à ce sujet, mais on pense que c'est intéressant pour eux. Et ça, Après, je le fais pas tout le temps, honnêtement, mais parfois, ça peut être une petite vidéo. Au lieu d'envoyer un email, j'envoie une vidéo pour résumer tout ça et leur dire merci pour d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Et voilà ce que vous allez trouver dans ce mail, un cas client, des questions-réponses, ainsi de suite. Bah, c'est un process c'est un process qui est hyper exigeant, ce que tu nous présentes là. C'est-à-dire que le travail de recherche, la vidéo d'introduction, préparer quand même son meeting pour que ce soit efficace et faire un post-traitement. Bon, je suppose qu'en plus, tu as tes activités administratives où il faut en renseigner dans le CRM, documenter, faire une vidéo de post de conclusion. Tout ça, c'est un process qui est exigeant. Alors, j'imagine que des fois, évidemment, tu rates un peu Bien sûr, c'est pour ça les il étapes. faut, ouais, you have to choose your battles. Il faut Ouais, choisir vraiment là où il faut le faire. ouais, exactement. Après, ça dépend aussi du commercial. C'est le commercial bosse sur 40 deals pendant l'année. Il peut pas faire ça pour chaque deal. Moi, je bosse sur des opportunités, des grandes opportunités. C'est ce qu'on appelle complex sales. Une opportunité dure à peu près un an en moyenne, ou parfois quelques mois, mais ça dure. Donc, c'est sur la longueur. Donc, j'ai pas 40 opportunités par an. Donc, c'est vraiment je choisis mes combats. Je dis, Ouais, voilà, j'ai trois, quatre combats et après, je me ouais, focalise sur les combats. on revient sur l'importance en vente complexe, sur l'importance de la qualification. C'est-à-dire que c'est un travail pour le commercial qui est exigeant et tu peux pas faire ce travail sur toutes les opportunités. Et voilà, donc Exactement. ouais. Et après, ce qui est très important après la réunion, c'est les actions. Une réunion, son next steps, son prochaines étapes, c'est une perte de temps. Il faut vraiment s'assurer que même avant de finir la réunion, que tu as déjà une action qu'il faut mettre en place avec le client. Ça peut être un follow-up, ça peut être le fait de se revoir dans, je sais pas, 2 semaines, mais il faut vraiment avoir ces prochaines étapes. Et dans le mail qu'il faut envoyer après, il faut dire voilà les prochaines étapes. Ça, c'est très important.
puisque sinon, il y a ce fil conducteur, il va être interrompu, et du coup, il faut relancer encore le client pour revoir, pour refaire une autre session, pour discuter encore, et du coup, il n'y a pas une succession d'événements. En fait, l'objectif d'un commercial, c'est de signer à la fin. Donc, et du coup, si on regarde la date de signature imaginaire, on va voir un peu toutes les activités qu'il faut faire. Et après, il faut placer, ça dépend là où on est placé par rapport à ces activités. Il faut toujours essayer d'anticiper et de faire bouger le client vers la prochaine étape. C'est ouais. En fait, c'est marrant parce que ce que j'aime beaucoup, c'est un peu ta façon de travailler reflète un peu ton expérience multiculturelle. C'est-à-dire qu'on retrouve les composantes de l'envie d'être proche humainement de tes clients, donc de cette chaleur de relationnel, mais on a une rigueur dans le process que tu utilises qui te vient peut-être de tes études d'ingénieur ou de ton temps passé dans les pays scandinaves, mais en tout cas, on a un mix des deux qui fait que bah, je ne sais pas si tu es aujourd'hui successful, mais en tout cas, j'aime beaucoup ta façon d'approcher les choses. T'es pas Merci. obligé de répondre, hein. Merci. Merci pour le commentaire ou le complément plutôt. Mais Non, bon, tu as un droit de réponse. Vas-y. non, mais après, quand j'étais ingénieur, j'étais structuré, effectivement. J'aime bien l'organisation, il y a un process derrière. Quand je travaillais avec les commerciaux, une des raisons pourquoi j'ai basculé d'ailleurs en commercial, à chaque fois je demandais au commercial quelle est ta stratégie pour gagner ce deal. Il y a pas de réponse. J'ai pas de réponse. Une grande partie, j'ai pas de réponse. Alors, comment tu veux que je travaille avec toi? Je sacrifie parfois mes soirées, mes week-ends, et toi, tu n'as même pas une stratégie de vente, de gagner ce deal. Et généralement, une grande partie, ils sont pas structurés, ils voient pas, ils font juste ils suivent juste le fil, ils font des activités, ils espèrent qu'un jour, ça va se signer. Et moi, j'aime bien que ça soit structuré. Je sais à peu près à chaque fois que je me pose la question, quelle est ma probabilité de gagner ou de perdre et comment je peux améliorer cette probabilité, quelles sont les actions que je dois faire. Et, euh, et moi, j'adore les calls de stratégie. En gros, j'invite des gens dans mon équipe, je bloque une demi-heure, on va traiter un cas particulier. On va dire comment gagner ce deal. Quelles sont les actions qu'on doit faire? Oublions un peu toutes les contraintes. Quelles sont les actions qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant qu'on doit faire pour gagner ce deal, indépendamment de contraintes qu'on a aujourd'hui chez le client ou même chez nous en interne. C'est un point qui est très important, ce que tu mentionnes ici. Et c'est qu'en fait, dans la vente complexe, après, dans la vente flash, B2C, je sais pas, ou B2B, enfin, mais en tout cas, dans la vente complexe, c'est que si on travaille tout seul, on va pas très loin. Mais en fait, ça paraît évident à dire, mais finalement, on a l'impression que les gens ne font pas, n'y pensent pas. En fait, parce qu'il y a un problème d'ego au final. Alors que la prise d'information à 360 degrés, j'ai pas retenu grand-chose de mon passage de mon ancienne compagnie qui n'avait pas culturellement voilà, bon, sans rentrer dans les détails, mais il y avait un point que moi j'ai beaucoup aimé dans le marketing interne qui nous faisait, c'était la prise d'information à 360 degrés. Et voilà, comme tu dis, d'organiser une réunion en interne. Parce que moi, interroger un commercial en disant ouais, c'est quoi ta stratégie, c'est toujours une question difficile. Je veux dire, à la personne, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une stratégie pour gagner un deal. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la cartographie du deal, est-ce que quand le gars est quand même capable de répondre à des basic questions? Ensuite, d'aller solliciter les gens autour de soi, d'avoir l'intelligence de solliciter les gens autour de soi pour avoir leur avis, prendre l'information et des fois se remettre en question, ça, c'est vachement important. Ouais. Et c'est vrai, ouais, c'est une question d'ego. Et parfois, en fait, quand on bosse sur une vente complexe, on est dedans. Mm. Et t'as pas la hauteur de prendre un peu plus de distance et voir un peu tout, tout le cycle. Là, on fait mal, là, on fait du bon travail. Et du coup, quand on travaille avec les autres, et même parfois, ce que j'essaie de faire, c'est d'inviter des gens qui bossent pas avec moi dans l'opportunité. Parce qu'ils vont poser des questions qui sont
on va dire, stupides, Un- qui sont un Ouais, peu, candid question, ouais. voilà, exactement. Et du coup, ces questions, ils peuvent même, je peux commencer à m'interroger, ah, pourquoi j'ai pas fait ça? Ah, peut-être puisque j'avais des hypothèses avant. Au fil du temps, ces hypothèses elles sont plus correctes. Ce qu'il faut également savoir, c'est que dans une vente complexe, on va construire une stratégie le premier jour, mais au bout de 2, 3 mois, cette stratégie n'est plus bonne. Il faut la changer. La stratégie doit être dynamique. En fait, c'est chaque semaine, chaque 2 semaines, il faut un peu changer les cartes. C'est un jeu d'échecs. Il faut voir qui sont, peut-être qu'il y a de la compétition qui rentre, peut-être que il y a quelques personnes qui sont parties de l'entreprise, peut-être que oui, le client a découvert quelques gaps dans la solution. Peut-être qu'il y a tellement de choses qui arrivent qui changent un peu le game. Et il faut pivoter. Il faut à chaque fois réagir par rapport à ces éléments pour changer et pour renouveler la stratégie. Carrément. Il y a un point qui m'intéresse dans l'article que tu as écrit, et ce sera le dernier point qu'on abordera aujourd'hui, puisque l'heure tourne. Tu as écrit dans ton article Never eat or drink alone. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ce qui se cache derrière cette phrase? Et moi, ça me touche particulièrement, ayant rejoint une nouvelle entreprise il y a quelques temps, étant en télétravail 50% du temps, étant nouveau. Voilà, on a tendance des fois à se replier, à être tout seul et voilà, bah, à faire comme ça. Mais du coup, moi, j'ai lu l'article encore une fois, donc je connais un peu ce qu'il y a là. Mais dis-moi un petit peu plus ce que tu entends derrière Never eat and drink alone. Ne mange pas seul, ne mange jamais ou ne bois jamais Jamais seul. seul. Ouais. D'ailleurs, ça vient d'un bouquin. Il y a un bouquin qui s'appelle Never Eat Alone. Euh, c'est un bouquin qui parle justement de construire un réseau. Et pourquoi justement l'article, pourquoi je parlais de ça, puisque on mange tous, on prend des pauses café, même tout seul. Pourquoi ne pas utiliser ce temps pour le faire ça peut être des collègues ou ça peut être des clients ou des prospects. Donc il faut vraiment, parfois ce que je fais, je planifie, même en Zoom, je planifie ce qu'on appelle coffee break. Coffee break, 10 minutes. Je planifie ça avec un prospect avec qui j'ai un bon relationnel. Je lui dis, allez, on prend un café ensemble. Est-ce qu'on peut prendre un café ensemble à distance? Un café à distance. Et parfois, il y a une grande partie des gens, ils disent, ah, pourquoi pas, très bien. Ça me fait une petite pause oui, pour parler d'autre chose. Et l'avantage de ça, c'est que quand tu mets café break 5 minutes ou 10 minutes, les gens ils vont pas aborder des sujets, on va dire, du travail. Donc en fait, tu vas parler un peu de tout ce qui est personnel. Et après, tu peux glisser 2, 3 questions pendant cette discussion ou cette pause café. Et je recommande à chaque personne, par exemple, au lieu d'aller prendre le déj tout seul, pourquoi ne pas prendre un déj avec un prospect ou avec un collègue, mais le faire même à distance. Ok. Bah écoute, c'est un super tips, super conseil, et je pense on, on va clôturer cette interview là-dessus. J'ai une dernière question pour toi. Avant de te poser cette dernière question, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié finalement dans cette interview, c'est la grande valeur ajoutée que tu nous as apportée. Et le fait que ce soit pas moi qui soit venu te solliciter, mais que c'est soit toi qui m'aies contacté sur LinkedIn avec un vrai sujet que tu avais à cœur et que tu portais. Et au final, on a un épisode qui est hyper qualitatif pour tout le monde, enfin en tout cas pour les ingénieurs qui travaillent dans la vente, mais aussi pour les autres, je pense. Donc merci à toi. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Rachid demain? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, justement? Tu veux dire quel est mes plans pour le futur auquel Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qui te fait encore lever le matin? Quelles sont tes ambitions? C'est toi qui as le mot de la fin. Tu nous dis ce que tu veux. En fait, ce qui me passionne moi quand je me réveille le matin, c'est vraiment apporter de la valeur aux gens et d'avoir un impact, de le sentir, de le voir. En gros, le construire et le voir. Donc, quand par exemple, je bosse avec un client, généralement, c'est toujours orienté par rapport à ce client. C'est très centré par rapport à ce client. Et j'essaye de répondre à leurs questions. J'essaye de leur montrer la valeur de la solution.
mais ça se termine pas à la signature. Moi, généralement, tous mes deals que j'ai signés, je les suis, même vers la fin, jusqu'à la fin, après le go live, pour voir est-ce qu'il y a vraiment l'impact, tout ce qu'on a raconté, est-ce que c'est vrai que le client, justement, euh, la solution lui a apporté cette valeur. Et ce que vous pouvez me souhaiter dans les prochaines années, c'est de justement avoir plus d'impact sur plus d'organisations et, euh, et rendre mes clients encore plus heureux. Bon, c'est une bonne réponse corporate. Tu vas nous faire on refait dans la même, mais la réponse sincère. Non, je plaisante. Non, non, mais sérieusement, moi j'aime Bon, j'aime bien créer un impact et apporter de la valeur aux gens. Et ça marche. c'est pas juste mes clients, mais également c'est d'ailleurs c'est pour cette raison que justement je suis là aujourd'hui en train de parler, parce que je pense les ingénieurs ils peuvent faire encore mieux, ils peuvent utiliser toutes leurs compétences en étant des commerciaux. Et c'est pas contradictoire par rapport à à leur carrière ou leur background. Puisque un ingénieur, il peut dire, ah, je suis ingénieur, je suis très technique, je fais plusieurs années j'étais en train de coder et je peux pas être commercial. Ça, c'est, c'est- ça, c'est les sentiers battus. C'est des choses qu'on a dans notre tête, mais c'est pas réel. Donc, je pense que chaque personne qui a envie d'aller rendre le commercial comme son métier, il ne faut pas hésiter à le faire, puisque je pense que tout le monde est capable de le faire. Il faut juste être ouvert et apprendre chaque jour. Eh ben, écoute, c'est la raison d'être de System Sales et je suis très content que tu me rejoignes sur le sujet. Et il y a eu d'autres invités qui ont aussi eu un peu le même discours, donc on se rejoint là-dessus. Euh, et je te remercie encore pour ta disponibilité. Merci Mathieu. Merci Rachid. Allez. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, partagez-le autour de vous, notez-le 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et laissez-moi un commentaire. Voilà, à la semaine prochaine.